Cassandre Beaugrand n'avait que 19 ans lors de sa première participation aux Jeux Olympiques de Rio. Elle était l'athlète la plus jeune de la délégation française et aujourd'hui, elle fait partie des meilleurs spécialistes mondiaux sur triathlon. Enfant prodige, elle a su développer très jeune une véritable rage de vaincre et accepte très mal l'idée de ne pas gagner. Mais d'où lui vient cette force mentale hors du commun ? Où puise-t-elle sa motivation profonde ? Et à quoi ressemble la vie d'une jeune femme de 22 ans quand on pratique le haut niveau ? Et enfin, quelle place accorde-t-elle à son entourage ? C'est ce que nous allons découvrir en entrant dans la tête de Cassandre Beaugrand. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans l'émission l'une des athlètes les plus talentueuses de sa génération et probablement l'une de nos meilleures chances de médaille aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Il s'agit de Cassandre Beaugrand, titulaire de l'équipe de France de triathlon et du Poissy athlétisme. Cassandre, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, ça va très bien, merci. Lui aussi ne manque pas de talent. Il est de retour en France après ses passages à New York ou encore à Addis Abeba. Vous l'avez reconnu, il s'agit de notre bien-aimé Fred, entraîneur du groupe élite au Stade français athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Cassandre, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien et je suis vraiment heureux de tous vous retrouver pour un podcast que je présume triplement pétillant aujourd'hui. Cassandre, on te reçoit aujourd'hui dans le cadre de la rencontre Blood, Sweat and Data organisée par Polar et on a vraiment hâte de faire ta connaissance et d'en savoir un peu plus sur l'athlète de haut niveau, mais aussi sur ton histoire humaine. Tu sais que dans ce podcast, on attache beaucoup d'importance à connaître un peu plus dans l'intimité les athlètes et leur motivation profonde. On va tenter de comprendre pendant cette heure-là où est-ce que tu puises, où est-ce que tu trouves l'énergie folle qui te caractérise. Et de l'énergie, il en faut, surtout quand on pratique une discipline aussi exigeante que le triathlon. Et déjà, quand on regarde un petit peu ton parcours, on peut dire que tu savais déjà courir et nager avant même de savoir marcher, puisqu'avec un papa entraîneur et une maman athlète, tu as débuté très très tôt dans le monde du sport. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens de tes tout premiers souvenirs de sport ? Non, c'était plus des photos, j'étais déjà dans la poussette sur la piste d'athlé. Donc j'étais déjà baignée dedans, surtout sur l'athlétisme. Après, un peu j'étais dans la piscine aussi pour que j'apprenne à nager. Donc j'ai appris à nager et au final, je me suis plus dans les deux sports. Tu jouais un peu dans le bac à sable des triples sauts, ouais, j'imagine. C'est ça, et je sautais sur le tapis un peu. J'étais pas trop pour courir justement au début et après, ça m'est arrivé, j'ai voulu courir. Du coup, Cassandre, quand on entend cette jeunesse, même cette enfance sur les pistes et dans le bac de la piste d'athlé, on comprend mieux ces débuts assez déjà flamboyants en athlétisme, et notamment, je fais référence au cross, où dès Benjamin et Minime, tu as enchaîné les titres, parce qu'on peut quand même le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, tu as eu 5 titres de championne de France de cross consécutifs. En natation, tu as eu également d'excellents résultats dans les catégories jeunes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir fait le choix de rajouter à ces deux disciplines que tu maîtrisais déjà de manière assez conséquente, le vélo, qui lui suppose une technicité et du coup peut-être te mettre dans une situation de difficulté accrue, plutôt que rester un peu tranquillement natation, athlé, là tu maîtrisais. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça ? Justement, c'est que j'arrivais pas à choisir entre les deux. Et je me plaisais vraiment dans les deux, j'avais l'impression de performer un peu dans les deux, donc je me disais pourquoi choisir et à la limite combiner justement les deux et rajouter le vélo. C'était le bon compromis en fait, mais c'était un peu compliqué au début avec le vélo. Et du coup, combien de temps ça t'a demandé pour, on va dire, apprivoiser le cycle ? On va dire que quand je suis partie en fait de la région parisienne pour intégrer un sport-études à Antibes, où j'ai fait beaucoup plus de natation et limite les temps libres qu'avaient les nageurs, moi je le passais à courir ou à faire du vélo. Donc c'était pas la période la plus facile, et pour le triathlon du moins. Donc et même pour le repos, en fait j'avais du mal à me reposer, donc ça a été vraiment compliqué cette période justement. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on pourra avoir la chance de te revoir dans les labours, un petit peu au cross ? Parce que tu nous manques en athlétisme, on a envie de te revoir, ta foulée fluide et aérienne. Quand est-ce qu'on la reverra un petit peu dans les labours ? Est-ce que tu as prévu de revenir un peu sur cross ? Si je reviens, c'est pas sur cross, je pense. En fait, j'ai eu un petit peu une période de dégoût, carrément du cross, et notamment avec Plouet,
où j'étais vraiment dans une mauvaise phase en fait. J'étais vraiment un peu au fond du trou à ce moment-là. Donc je pense que c'était pas le moment de participer à ce championnat et je l'ai fait quand même, donc j'ai vite lâché l'affaire. Et je pense que si je revenais, c'est plus sur piste parce que ça me manquait encore plus la piste et sur route. Une distance de prédilection sur piste? On va voir sur quoi? Sur 1500 mètres, Moi, sur je peux 5000? faire le court, mais je sais que je suis Sur plus, 3000 steep? là, je suis plus dans l'optique de faire du long, mais moi, je préfère quand même le court, donc je sais pas, on verra. Mais Guillaume le rappelait en introduction, tu as grandi dans une famille de sportifs avec une maman qui a un peu pratiqué quand même le 800 mètres et un père qui a été ton entraîneur. Et avec le recul, même si tu restes assez jeune dans l'âge, mais tu as un certain recul d'athlète quand même parce que ta carrière a commencé très tôt. Quel est l'impact, selon toi, d'un tel environnement? Bah forcément, ça m'a aidé parce que direct, j'étais baignée dans le monde du sport et de l'athlète, donc forcément, je me suis sentie direct à mon aise en tout ce qui est course à pied. Et justement, je voyais les performances que réalisaient les athlètes de mon père, notamment parce qu'il était entraîneur. Et en fait, j'avais un peu envie de suivre, c'était un peu mes exemples. Et j'avais juste envie de ça, justement, du haut niveau et de courir vite, quoi. Et du coup, on peut estimer que ça a mis très tôt un degré d'exigence assez élevé, ou c'était juste l'engouement d'être dans un milieu sportif et vouloir faire du sport? Après, j'ai toujours été attirée par le haut niveau, encore plus que par le sport, en fait. Donc, pour moi, c'était ce qui me faisait rêver. Et j'avais juste envie, c'était justement de faire du haut niveau. Et justement, pourquoi faire du haut niveau alors? C'était pour l'effet que ça me procure, en fait, d'aller chercher des grandes victoires. Le stress que je peux avoir avant les compètes, je déteste, mais au final, ça me transcende aussi. Donc, je vais rechercher des sensations que je ne trouverais pas si je ne faisais pas justement de la compète et du haut niveau. Aujourd'hui, tu es entraîné par Stéphanie Gros et Pascal Choisette, je crois. Mais est-ce que tu partages encore un peu tes feedbacks, tes séances avec ton papa qui est entraîneur, ou tu as préféré cloisonner un peu tout ça? Non, pas du tout. En fait, ça a été vraiment très compliqué la période où j'étais entraînée par mon père. Et justement, je suis partie pour essayer justement de retrouver mon père plutôt que d'un entraîneur. Donc non, j'essaie justement de rester avec une discussion complètement hors sportive avec mon père et plus garder justement mes entraîneurs, quoi. Ça doit pas être facile pour lui quand même, hein. On connaît les papas. Non, pour lui c'est très difficile parce que je sais qu'il a envie de tout savoir et à chaque fois il essaye de savoir, mais il critiquait tout le temps, donc je préférais pas lui parler de sport. Il a pas des espions un peu sur la piste qui surveillent ce que tu fais? Ça m'étonnerait pas, mais... Cassandre, il y a encore quelques années, le triathlon c'était un sport presque confidentiel et réservé aux sportifs aguerris. Mais depuis les années 2000, ce sport il s'est quand même beaucoup démocratisé, notamment à travers les réseaux sociaux et même de plus en plus de sportifs amateurs se sont mis à cette pratique. Voilà. Quel regard tu portes un peu sur la démocratisation de ton sport qui aujourd'hui parle vraiment à tout le monde? Moi déjà ce qu'on m'avait sorti c'était mais t'es allée sur le triathlon parce que t'es une nageuse ratée ou une coureuse ratée? J'étais là, bon non, en fait je suis allée plutôt sur le triathlon parce que justement j'avais envie de faire du triathlon en fait, pas justement parce que j'étais une nageuse ratée ou coureuse ratée, mais ouais parce que c'est un défi en fait même pour les gens maintenant, je trouve justement de faire du triathlon et encore plus pour les Ironman parce que les gens qui veulent relever des défis c'est un Ironman quoi ou un marathon. Mais après moi c'est pas trop mon domaine parce que mon domaine c'est plus le court, mais... De sprint. Ouais. Et justement pour revenir sur cette question de la démocratisation du triathlon que Guillaume évoquait, on a pu constater que ça semble concerner à la fois les femmes et les hommes parce qu'on voit de plus en plus de femmes pratiquer le triathlon. Et du coup, toi, à quoi tu attribues cet engouement, on va dire, féminin pour la discipline? Ce que je rappelle que le triathlon, dans sa forme moderne, a été lancé en 74, je vais faire un très bref historique, par Jack Johnston à San Diego, avec 46 participants. Et parmi les 46 participants, il n'y avait que 6 femmes. Maintenant, dans les pelotons de triathlon, les femmes sont beaucoup plus représentées. Du coup, à ton avis, voilà... Pourquoi les femmes sont peut-être plus attirées par le triathlon que par d'autres disciplines? Pareil, parce que je pense que c'est un défi et surtout, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et je sais pas, après, je pense que c'est beaucoup plus l'effet aussi des résultats des Français. Ou voilà, les gens, ils ont peut-être découvert plus le triathlon. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a plus de monde maintenant qui le pratique. Et toi, du coup, en tant que femme, est-ce que tu estimes que
pratiquer le triathlon est moins ingrat que de pratiquer uniquement la natation ou uniquement l'athlétisme, ou finalement ça change pas grand-chose? Moi, je trouve que ça change pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, certaines personnes disaient que c'était pas un sport fait pour les femmes, le triathlon, que c'était une discipline qui était extrêmement exigeante. Et aujourd'hui, on voit que ça s'est beaucoup démocratisé. Les résultats des femmes, ils sont quand même assez bien placés dans les pelotons. Donc, ça contredit certains. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à tous ceux qui débutent dans le triathlon? Tu vois, je pense qu'on doit pas mal t'interroger sur ça. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens qui veulent se lancer dans le triathlon? C'est pas une discipline qui est la plus accessible. T'as du mécanique avec du vélo. Quand tu pars aussi un petit peu de zéro, parce que voilà, c'est quand même compliqué. Tu dois faire face aussi au regard des autres. Comment est-ce que toi, c'est quoi les conseils que tu pourrais leur donner à tous ces gens-là qui débutent? Ça me parle bien parce que ma voisine a s'est mise au triathlon justement il y a pas longtemps et je la vois et ça me fait trop plaisir parce que justement j'ai l'impression que les gens prennent plus de plaisir parce que c'est moins monotone en fait. C'est vrai qu'on peut pas trop se lasser avec justement les 3 sports et puis je pense juste kiffer à fond et pas trop se prendre la tête et pas vouloir trop en faire non plus parce que déjà 3 sports c'est assez fatigant donc ouais. Mais du coup, concrètement, parce que là, il y a 3 sports. Comment, pour ceux qui connaissent pas forcément, justement, veulent se lancer, comme dit Guillaume, comment tu répartis en gros la charge de travail entre les 3 sports? Est-ce que si par exemple tu fais 15 heures d'entraînement par semaine, c'est 5 heures course, 5 heures vélo ou 5 heures natation, ou il y a des sports qui nécessitent plus, là vraiment pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient savoir en se lançant comme comment ça comment manager un peu les disciplines? Après ça dépend vraiment des forces et des faiblesses de chacun. Moi je sais que par exemple, en tout cas pour moi, mes faiblesses c'est en vélo, donc j'ai plus travaillé sur le vélo. Ça dépend vraiment des personnes en fait, mais c'est souvent quand même assez je veux dire qu'on fait les mêmes nombres d'entraînements pour chaque sport en fait. Ok. Souvent. Même nombre mais pas forcément la même durée. Non, le vélo c'est beaucoup plus long. Ouais. C'est mon plus grand plaisir. Et évidemment. Surtout en hiver, c'est encore plus sympa, j'imagine. En hiver, sous la pluie, avec le vent, je pense que toutes les personnes qui font du cyclisme, qui nous écoutent, savent de quoi on parle. Donc, on disait, tu as commencé ta carrière très jeune, et Guillaume le rappelait à l'instant, le triathlon implique beaucoup de contraintes, puisque tu as 3 disciplines à part entière qu'il faut travailler de manière spécifique. Il n'y a pas des compétitions comme on peut l'avoir en course à chaque coin de rue presque, dans certaines régions, donc cela entraîne des voyages assez lointains. Du coup, avec toute cette organisation entre les entraînements multiples et les nombreux déplacements en compétition, puisque tu as commencé très jeune, comment tu as géré notamment la partie études, scolarité? Bon, déjà, il faut savoir que j'étais pas trop scolaire. J'aimais pas trop ça et j'avais du mal à rester concentrée à l'école, donc j'étais contente de m'évader un peu dans le sport. Mais j'avais quand même mon père beaucoup derrière moi pour justement me donner un peu des coups de pied au cul quand j'avais pas envie de travailler. Et sinon, pour moi, c'est comme j'ai toujours agi comme ça en fait, en sport et école. C'était une habitude en fait. Et du coup, je m'organisais quand même assez bien dans l'ensemble. Ok, et du coup, en termes de récup, au-delà des études, on le disait, il y a beaucoup de voyages, beaucoup d'entraînements. Pareil, la récupération, comment tu la gères? Est-ce que vraiment tu as des phases importantes où tu te régénères, ou alors c'est pleinement intégré chaque semaine d'entraînement pour bien veiller, notamment avant et retour de compétition? Forcément, on a toujours des gros blocs d'entraînement hors compétition. Et après, lorsqu'il y a la compétition, on a une période de récupération avant et après. Surtout que quand les voyages ils sont plutôt longs. Donc en fait, on prend en compte justement la durée du voyage et la fatigue que ça a engendré. Cassandre, t'es une jeune femme de 22 ans et à cet âge, on veut généralement profiter de la vie à fond, on veut sortir, on veut s'amuser, on veut même manger de la junk food. Est-ce que toi, tu t'accordes quand même quelques plaisirs? Est-ce que tu te sais, de temps en temps, raconte-moi un peu tout ça. Confesse-toi. C'est pas trop mon truc. Je me suis coupé le doigt d'ailleurs, donc là je peux le dire, mais bon. Oui, c'est beaucoup moins fréquent que d'autres en fait, mais on peut quand même trouver justement des moments pour sortir ou pour faire d'autres choses quand même, parce qu'on n'est pas des machines et on peut faire d'autres choses à part s'entraîner. Bon, tu t'accordes quand même un petit burger après une course ou comment ça se passe? Ouais, quand même. On va appeler ça le plaisir coupable alors, non? Ou totalement assumé? Ça va, ça va.
Alors, Cassandre, on le sait tous, en tout cas ceux qui te suivent, tu es une compétitrice hors pair et tu acceptes très mal l'idée, alors, en tout cas c'est l'image que tu dégages, tu acceptes très mal l'idée de ne pas gagner. Et il y a des moments dans des courses, tu l'as vécu et on l'a tous vécu, où on sent que la course nous échappe et que même si on est dedans, on s'accroche, la victoire ne sera pas au bout. Du coup, comment tu arrives à t'accrocher, quel levier tu mobilises pour te dire bon, moi je suis là pour la gagne, mais aujourd'hui ça va pas être le cas, mais je vais quand même au bout. Qu'est-ce qui te pousse à aller au bout et qu'est-ce que tu actives à ce moment-là? Bah, moi, ça a été un gros problème parce que justement, il y a une période où j'acceptais vraiment pas d'être derrière et de perdre, et sauf qu'il fallait forcément passer par là parce que tu peux pas gagner toutes les courses. Et puis du coup, j'ai dû m'accrocher en me disant que j'étais obligée de passer par là et que c'était après pour justement prendre de l'expérience et ne pas refaire les mêmes erreurs et justement du coup de progresser par la suite. Tu dis que c'est pour progresser, donc on peut supposer à travers tes propos que tu tires des enseignements de tes défaites, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, ou alors lorsque tu n'as pas gagné. Et qu'est-ce que tu penses avoir réellement appris dans ces phases un peu difficiles? Est-ce que tu as une course, un événement particulier qui, dans ce cadre-là, t'a plus marqué que les autres? Déjà, j'ai appris qu'il fallait s'entraîner, qu'on ne pouvait pas gagner comme ça si facilement, hein, parce que dans les catégories jeunes, je ne m'entraînais pas forcément beaucoup. Et justement, j'avais le plaisir de gagner et de pas trop souffrir. Et là, j'ai eu un stade un peu compliqué où il fallait que justement j'apprenne la souffrance. Et j'avais vraiment du mal avec ça parce que je supportais pas souffrir. J'aimais bien gagner justement en étant facile. Voilà, enfin pas facile, mais en souffrant moins, quoi. Donc il a fallu que je passe par là déjà. Donc c'était assez laborieux, c'est encore un peu le cas des fois. Mais sinon, ouais. J'ai eu des périodes plutôt compliquées en junior, surtout sur le triathlon, où justement je pouvais limite, en fait en ayant fait deuxième sur les championnats du monde junior quand j'étais cadette, ça m'a mis des attentes à tout le monde et à moi-même. Et du coup pour moi, si je faisais pas mieux que deuxième, c'était nul. Donc du coup forcément quand t'as un peu en détresse sur la course ou quoi et que ça se passe pas forcément comme tu veux, là je me rappelle que ça allait vraiment pas. Et du coup je me trouvais nulle, quoi. Et du coup, comment alors déjà dans la course, comment tu gères ça? Et après coup, c'est juste avec ton entraîneur que tu débriefes ou comment ça se passe concrètement pour se dire, prendre un peu de recul et relativiser un peu Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment du mal à relativiser justement, donc ça se passait vraiment mal et je voulais arrêter, j'en avais marre, je prenais plus de plaisir parce que moi ce que je voulais c'était gagner. Et du coup, il a fallu que je fasse un gros travail spécifique au niveau mental. Et du coup, ça s'est amélioré au fil des années parce que j'ai vraiment bien travaillé dessus. Et c'était la partie la plus importante, je pense. Et du coup, ce travail mental, il s'est organisé avec un spécialiste en la matière, ou une spécialiste en matière, sophrologue, coaching mental. C'est concrètement, tu as fait quoi? J'ai eu un suivi psychologique avec un psychologue et préparatrice mentale. Et du coup, ça m'a permis de comprendre certaines choses et de mettre en place surtout des choses sur la course pour que je sois plus fixée aussi que sur le résultat, mais sur mes objectifs pendant la course. Parce que du coup, moi, j'avais tout le temps une attente de résultat élevée. Et c'était ça qui pouvait me faire vriller en course. Maintenant, c'est plus... je me fixe des objectifs sur chaque partie de la course, en fait. En natation, vélo, course à pied, il faut que je réalise tel objectif. Si j'ai réussi ça, c'est une bonne chose. Et en fait, je reste tout le temps focalisée sur le moment présent et plus sur le résultat. Donc le résultat, c'est qu'une conséquence de ce que j'aurais mis en place. Tu as séquencé en fait les étapes et tu vas step by step, quoi, plutôt que... Ouais, parce que sinon, je me focalisais trop justement sur le résultat et sur ce que j'étais en train de faire. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une de tes forces, c'est que quand tu t'élances sur une course, c'est pour gagner. Finalement, tu te laisses pas vraiment le choix d'avoir une alternative possible, c'est presque la gagne ou rien. Et c'est une vraie force. Toi, Fred, tu dois le constater aussi. Quand tu as un athlète finalement qui va sur une course pour faire une première place, il se garantit les chances de succès. Quand tu es dans le haut niveau, si tu t'alignes sur une course et que tu veux être troisième ou faire un podium, tu finis 7e ou 8e. Parce que les 10 premiers, c'est 10 mecs qui veulent, ou 10 filles qui veulent la victoire. Donc, si tu n'as pas tout de suite cette envie d'être premier, c'est compliqué, tu vois, c'est ça. Et ensuite, ce que tu disais par rapport à le fait que
parce que c'est un avantage, mais c'est aussi une faiblesse, d'être très fort dans les catégories jeunes. Et ça, on le constate aussi beaucoup. C'est-à-dire que tu as plein d'athlètes qui sont très très forts parce qu'ils ont des prédispositions, une génétique qui leur donne des facilités. Puis arriver dans les catégories seniors où là, vraiment, il faut s'entraîner, mais très très dur, tu peux plus trop compter sur ce petit avantage que tu as sur les autres. Et il y a plein de juniors qu'on voit plus parce que dans les catégories seniors, ils suivent pas la route. Donc, voilà, c'est quand même intéressant de voir que tu as réussi à franchir le cap parce que des fois, c'est un inconvénient. En fait, quoi. ça a été la partie la plus difficile, c'était justement de passer de. Enfin, en plus, je suis passée assez vite justement en catégorie élite en triathlon. Et du coup, c'était vraiment pas la même chose. En fait, je me prenais des grosses claques. Et du coup, il a fallu que j'apprenne à perdre comme ça. Parce que je jouais pas devant, quoi. Mais du coup, aujourd'hui, tu comptes plus du tout sur tes aptitudes, même si tu les as évidemment. Mais aujourd'hui, tu capitalises beaucoup plus sur l'entraînement, sur la préparation, sur tout ça. Voilà, t'as oublié un petit peu que t'étais un petit peu doué de nature. Moi, je me suis jamais dit ça, mais du coup, non, mais après là, je me suis mis dans une optique de travail et que sans ça, je réussirais pas forcément. Et est-ce que du coup, tu t'es interrogé un petit peu de savoir d'où est-ce que ça devient cette soif de victoire? On sait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui puisent leur force dans leur histoire personnelle. Est-ce que du coup, toi, il y a un élément dans ton parcours auquel tu te rattaches et qui te donne vraiment cette énergie, cette soif de gagner? Oui, forcément. En fait, j'ai eu un peu une période compliquée pendant mon enfance parce que j'avais ma mère qui avait un cancer. Et du coup, j'ai vu se battre pendant 7 ans. Donc, en fait, je voyais une rage de vaincre à chaque fois parce qu'elle me disait, moi, que je la voyais jamais souffrir, en fait. Donc, c'était un peu une façade et tout. Et je me suis dit, en fait, fallait toujours se battre dans la vie pour avoir ce qu'on voulait aussi, quand même. J'imagine. Et du coup, pour un peu évoluer, on a déjà parlé de la préparation mentale, gestion des émotions que tu as mis en place. Comment tu abordes les compétitions? Quelle stratégie tu as mis en place au-delà du fait de séquencer vraiment tu as dit, tu arrives très stressé, je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît et encore plus les athlètes de haut niveau, et ça me semble finalement essentiel, c'est un peu le trac de l'artiste. Si tu arrives trop décontracté, à mon avis, tu prends une bonne déculottée, comme on peut dire. Mais du coup, quelle stratégie tu mets en place pour quand même gérer tout ça concrètement? Justement, je me suis rendu compte que là où je suis la plus performante, c'est quand je m'en fiche de la course. Les courses où il y a moins d'enjeux et où justement j'y vais et je me dis c'est un jeu, je m'en fous de ce qui peut m'arriver et tout. C'est là où souvent je réussis le mieux parce que justement je réfléchis pas et je m'en fiche. Et les fois où je suis stressée, c'est justement où il y a un enjeu et forcément c'est un peu plus difficile à gérer le stress et je pense que ça me bouffe tout un peu en fait, la pression. Donc là je vais avoir un gros travail dessus pour cette année parce que on verra du coup si elle a qualif ou pas, mais je sais que ça va être vraiment une grosse pression en tout cas si je suis qualifiée. Et tu fais un petit peu de visualisation, méditation. Est-ce que tu as essayé ces alternatives-là? On sait que c'est de plus en plus populaire chez les athlètes de haut niveau. Est-ce que tu as essayé ou c'est pas quelque chose encore? Non, pas du tout. Non, justement, je reste axée sur mes objectifs pendant la course, justement sur le moment présent, plutôt que de visualiser les courses. Parce qu'en fait, en triathlon, il peut se passer tellement de choses. C'est pas comme quand on est en natation dans sa ligne d'eau ou genre en course à pied, même des fois, même sur piste, des fois c'est un peu compliqué. Mais en fait, il se passe beaucoup de choses en triathlon, et des imprévus tout le temps. On peut même pas essayer de visualiser la course pour savoir comment ça va se passer parce que ça se passe toujours différemment. Donc c'était impossible. Alors il a fallu que je trouve d'autres objectifs. C'est s'adapter à l'imprévu en fait, c'est ça? C'est ça. Limite, il faut être adaptable tout le temps en fait en triathlon. Donc c'est plus ça, quoi. Et Guillaume parlait de la visualisation, mais la méditation, t'en fais pas un peu, non? Non, c'est pas trop mon truc. T'es trop hyperactive? Mais c'est trop ça en plus. Là, Comme je te comprends. Je suis vraiment hyperactive en vrai. Mais justement, tu sais que ça peut faire du bien. Enfin, moi je dis ça, mais j'ai pas encore réussi à franchir. On connaît quelqu'un autour de la table qui est dans la même situation. Voilà, je bouge tout le temps et tout. Cassandre, on l'a dit tout à l'heure, tu étais très à l'aise en course à pied, en natation, et finalement, tu aurais pu faire le choix de capitaliser à fond sur tes forces, mais tu as préféré te concentrer ta préparation sur tes faiblesses en travaillant notamment la technique à vélo. Aujourd'hui, ton choix il s'est avéré payant puisque tu as fait des progrès spectaculaires à vélo. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle stratégie tu as mis en place pour élargir cette zone de confort et pas miser finalement que sur tes acquis? Je pense que j'ai beaucoup travaillé sur la partie vélo avec un spécialiste qui me faisait justement... je suis même passée par VTT BMX. Bon, ça, c'était pas mon préféré. Mais oui, je pense que j'ai beaucoup travaillé techniquement déjà et aussi physiologiquement parce que j'en avais besoin.
Après, je pense que justement les parcours Super League, ils m'ont été beaucoup utiles parce qu'ils sont assez techniques et justement j'ai pu acquérir plein de choses justement là-dessus. Donc je pense que c'était un point positif de les faire et je me suis rendu compte surtout que j'étais capable. Et ça, je le pensais pas. À chaque fois, je me dénigrais sur la partie vélo parce que j'ai toujours entendu que j'étais nulle. Donc moi, je le répétais encore plus que j'étais nulle. Et au bout d'un moment, bah, justement, je me suis un peu mis à bosser ça. Et après avoir fait la Super League, je me suis dit, bon, allez, je suis capable, je peux continuer à bosser et ça va passer peut-être. Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à, si tu veux, on va dire se trouver des excuses. Finalement, bah, le vélo, c'est pas fait pour moi, je suis pas doué. Et puis on se réfugie derrière ça. Tu vois, on se dit, bah finalement, c'est pas que je veux pas, c'est que je suis pas fait pour ça. Tu vois, et d'avoir voilà un petit peu cette volonté de travailler sur ses faiblesses et finalement se dire non, je suis capable de le faire. Finalement, je suis pas plus mauvais qu'une autre. Bon bah ça s'avérait payant et tant mieux quoi. Mais du coup, c'est formidable progrès en vélo. On va dire te trace la route très logiquement et on l'espère pour Tokyo. Tu as déjà eu la chance c'est comme ça qu'on le considère à l'extérieur, et toi aussi je suppose, de participer au JO de Rio alors que tu avais tout juste 19 ans. Là, il y a Tokyo qui se profile l'année prochaine, 2020. Comment tu abordes cette nouvelle échéance, justement ? Bah, déjà, pour revenir à Rio, franchement, ça va être dur ce que je veux dire, mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir été vraiment actrice. J'avais l'impression d'être spectatrice tout le long, de ne pas mériter ma sélection parce que c'était des conditions particulières pour ma sélection. Je suis pas allée chercher justement ce dossard, je suis pas allée chercher ma sélection. J'ai eu l'impression que c'était pour que je prenne de l'expérience et tout, et ça a beaucoup servi pour moi en tout cas. Donc je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidée et que j'ai fait un bon bout de chemin depuis Rio. Maintenant, je sais qu'il y a aussi un bon bout de chemin pour Tokyo, mais je suis prête à relever le défi et j'espère surtout que je serai qualifiée. On l'espère aussi. Et notamment à Tokyo, on sait que les conditions seront très particulières avec un climat humide et des conditions qui peuvent être extrêmes. Notamment l'été dernier, je ne veux pas rappeler un mauvais souvenir, mais tu as été victime d'une insolation lors du test event à Tokyo, et on a pu voir également des athlètes en très grande difficulté lors des mondiaux à Doha, lorsque les conditions sont pas forcément celles qu'on considère comme idéales pour la pratique d'un sport de haut niveau. Du coup, comment toi tu te prépares pour affronter ces conditions qui t'attendent à Tokyo ? Moi déjà pour Tokyo, c'était pas vraiment l'insolation qui m'a posé problème, j'avais plus des crampes de ventre que j'avais jamais eues, et c'était sûrement avec un dos bloqué en fait. Donc du coup j'étais complètement bloquée et impossible de courir. J'ai jamais marché de ma vie, et là j'ai marché parce que je voulais pas abandonner, mais je pense que c'est plus ça qui m'a blessée plutôt que la chaleur. Je savais que c'était vraiment difficile, mais c'était difficile pour tout le monde. Après il y en a qui réagissent plus ou moins bien. On a un processus chaleur qui est vraiment bien, avec justement on a des pilules à chaque compétition avec la température corporelle, donc on travaille vraiment dessus. On travaille avec des thermorooms, des stages d'acclimatation à la chaleur, et donc on a tout pour performer justement à la chaleur. Donc maintenant j'ai eu un coup de chaud quand même après la course justement, mais je pense que tout est possible. Donc là, l'idée, c'est de recréer un petit peu les conditions de Tokyo, c'est-à-dire que tu vas t'entraîner un peu dans un sauna, quoi, c'est ça ? Explique-nous un peu comment ça se passe. Ça y ressemble. C'est pas très agréable. Et je pense que je vais passer beaucoup de temps cet hiver, mais je pense que je serai contente du coup quand on va partir à La Réunion pour s'entraîner plutôt que la thermoroom. Ouais, j'imagine. Surtout sur le vélo, à mon avis. Bon, tu peux mettre un home trainer, mais ça doit quand même être sympa, quoi. Et justement, lorsque tu parles de stage d'acclimatation, c'est au Japon même, ou c'est dans des conditions similaires dans des pays? Justement, on va à La Réunion en janvier. Après, on a sûrement un stage en Floride qui est prévu en avril. Donc avant la dernière compétition au Japon. Enfin, on a une compétition avant Tokyo justement, qui sera à Yokohama. Donc la dernière compétition où on sera évalué dessus un peu. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Et tu t'entraînes jamais en altitude? On sait qu'il y a beaucoup de demi-fondeurs qui vont s'entraîner en haute altitude. C'est quelque chose, en tout cas on a l'impression, qui est un peu moins répandu dans le triathlon. Toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça? Bah si, pourtant les Norvégiens, ils y vont beaucoup. Enfin, il y a quand même pas mal de triathlètes qui y vont, mais moi j'ai été traumatisée quand j'étais petite. J'ai fait un stage de natation et j'ai pas vu la lumière du jour parce que j'étais dans l'internat et je faisais piscine internat.
2 fois par jour et j'ai pas du tout apprécié. Après, c'était l'hiver en plus, donc toi, c'est en- plutôt le format stage qui te plaît pas, ouais, c'est ça? non, je sais pas, c'est que j'ai eu un traumatisme avec ça, à fond remue, mais du coup, après, ça doit être sympa en athlète triathlon, j'ai jamais essayé, donc je sais même pas comment je pourrais réagir à l'altitude, donc un jour peut-être. On le rappelait tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es un peu porte-drapeau sur triathlon, notamment aussi avec Vincent Louis. On imagine que ce ne doit pas forcément être évident à 22 ans d'avoir un peu tous ces caméras, ces regards médiatiques. Comment est-ce que toi tu gères ça? Parce qu'il y a beaucoup d'attentes derrière tes résultats, tu es très observé. On imagine que ça doit être une pression supplémentaire que tes adversaires n'ont pas forcément. Comment toi tu abordes cette question? Est-ce que tu arrives à prendre suffisamment assez de recul pour faire voilà, toutes ces sollicitations, un peu tout ça? Honnêtement, je m'en rends pas forcément compte, je pense. Ouais, j'ai pas forcément l'impression, c'est plus par rapport au relais que moi-même individuellement en fait. Donc je me dis, bah, c'est pour tout le monde pareil. Enfin, je me dis pas que c'est moi plus que les autres. Je me dis Toi tu que- le ressens pas en tout cas à l'intérieur? Non, pas trop, ça va. Bon, bah tant mieux alors. Parlons un peu maintenant de ta préparation. Tu fais partie de cette nouvelle génération d'athlètes qui a accès à une multitude de data pour les aider dans leur entraînement. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des petites capsules, je crois, c'est ça, thermiques qu'on avale et qui donnent de la donnée des informations. Il y a aussi les montres GPS, les capteurs de fréquence cardiaque. Comment toi, tu intègres un petit peu toute cette nouvelle technologie dans ta préparation? On sait que sur le triathlon, vous êtes assez à la pointe sur ça. Bah moi, ça a été tout nouveau pour moi quand je suis arrivée justement sur Montpellier parce que avec mon père, j'avais pas forcément l'habitude de travailler trop au cardio. Et du coup, quand je suis arrivée sur Montpellier, c'était pratiquement que avec le cardio. Et au début, c'était vraiment bizarre parce que du coup, on devait m'expliquer que en avançant pas, j'allais progresser. Donc, c'était un peu compliqué, mais après, j'ai un peu compris et tout. Donc j'ai compris à quel point c'était important. Et du coup, maintenant, je m'entraîne pratiquement tout le temps avec le cardio, que ce soit en vélo ou course à pied. Bon, après, en natation, on a les pulses parce que c'est pas très pratique avec le cardio. Mais ouais, du coup, je m'entraîne que avec ça maintenant, pratiquement. Fred, est-ce que tu peux nous rappeler l'intérêt de s'entraîner avec l'intensité cardiaque? Parce que je suis pas sûr que tout le monde maîtrise cette notion-là. Donc, je pense que c'est intéressant si on prend 2-3 minutes pour que tu nous expliques le principe. Alors le principe, il est très simple, c'est de ne pas se mettre en zone rouge. Comme le dit très bien Cassandre, hein, en fait, ça permet de se contrôler. On a souvent tendance à aller trop vite, que ça soit sur les allures de footing, d'endurance, ou même sur certaines séances. Et l'utilisation du cardio permet de donner une donnée qui va au-delà de la simple sensation de l'athlète par rapport à la vitesse à laquelle il est et qui doit soutenir, que ce soit une sortie en endurance, que ce soit un travail typique au seuil ou voire de développement de la vitesse maximale aérobie, un travail de puissance aérobie. Donc vraiment, le cardio va permettre de donner une information qu'on va qualifier d'objective puisqu'en fait, elle ne résulte pas de la sensation de l'athlète lui-même, mais bien de comment son corps réagit à l'allure donnée. D'accord, je comprends mieux. C'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression d'être assez à l'aise en courant. Et puis, finalement, on va regarder la montre et on va se rendre compte que pas tant que ça. Du coup, Fred, tu nous disais qu'il y avait plusieurs zones. Je crois qu'il en existe 5, dont 3 principales. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quelles sont ces zones et comment on fait pour savoir où est-ce qu'on se situe? Alors très concrètement, on définit 5 zones. On a déjà en fait 3 zones qui se situent dans l'endurance. On a l'endurance d'échauffement, de récupération qui se situe à 55-60% de votre fréquence cardiaque maximale. On a l'endurance fondamentale qui va se situer autour de 70% de votre fréquence cardiaque maximale. L'endurance active qui est plutôt, elle, autour de 80-82% de votre fréquence cardiaque maximale. Après, vous avez tout ce qui est travail au seuil. Donc là, on est entre 85 et 87%. Et après, au-delà, on a tout le travail de développement de la puissance aérobie à partir de 90-92% de la fréquence cardiaque maximale jusqu'à 100%. Et on rappelait bien ces indications, vous devez vous en servir parce qu'on le rappelait bien dans l'épisode sur les fondamentaux de l'entraînement. 80% de votre volume hebdomadaire d'entraînement doit être consacré à l'endurance. Donc, endurance, échauffement, récup, endurance fondamentale et endurance active. Tout ça doit représenter 80% de votre volume hebdomadaire.
C'est hyper intéressant qu'on prenne le temps d'expliquer ça, Fred. Tu l'as rappelé, 80% de nos entraînements doivent être composés de footing à allure d'endurance, donc des footings plutôt souples, plutôt relâchés. Je suis pas sûr que tous les sportifs et toutes les sportives respectent scrupuleusement cette condition-là. On peut avoir tendance des fois à s'entraîner un peu trop vite. Donc du coup, n'hésitez pas à vous aider de votre montre. D'autant plus que maintenant, vous avez des capteurs à fréquence cardiaque directement au poignet, donc plus besoin forcément de ceinture cardio. Et vous avez la possibilité de paramétrer, de personnaliser votre montre en fonction de vous. Sur ce sujet, Cassandre, je crois savoir que tu es très accompagnée par les équipes de Polar qui t'aident sur toutes ces questions-là. Sinon, Fred, est-ce qu'il y a des disciplines en particulier ou bien alors des distances spécifiques si on les prépare où il faut être plus vigilant sur ces questions-là? Alors moi, je dirais que pour vraiment optimiser l'utilisation de cette donnée, il faut être sur des distances qui nécessitent une certaine gestion de l'effort. C'est-à-dire que si par exemple tu vas être sur un 10 km, on aura certainement beaucoup moins besoin. Mais lorsque tu vas augmenter les distances, et notamment sur marathon et au-delà, tu as vraiment besoin de te référer à cette donnée-là, puisque on l'a dit, je le disais, des fois on peut être trompé par ses propres sensations, notamment parce qu'on est sur des vitesses qui sont assez basses, donc on peut avoir l'impression d'être bien, mais peut-être que le corps réagit différemment à l'intérieur. Et souvent, quand ça nous arrive en compétition, il nous avertit lorsqu'il est trop tard. Donc si on peut déjà avoir des petites indications avant de se mettre totalement dans le rouge pour justement rectifier le tir, comme on dit, c'est parfait. Et c'est pour ça que les triathlètes l'utilisent beaucoup, parce qu'ils sont dans une... Alors, pas dans une économie, dans le sens j'essaie d'en donner le moins possible, mais dans une réelle gestion de l'effort. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être à fond sur chaque épreuve, mais c'est de pouvoir gérer au mieux pour arriver, entre guillemets, au bout, au moment où on franchit la ligne d'arrivée. Ok, d'accord, Fred. Et du coup, toi, Cassandre, tu avais tendance à courir un peu trop vite. J'ai pas trop compris. Moi, c'était un peu la fougue. Enfin, j'étais jeune et innocente et j'adorais courir à fond tout le temps. Et justement, j'avais ma musique et bon, j'étais au bord de la mer, j'étais trop bien, quoi. Mais je faisais pas attention à mon allure, justement, je contrôlais rien, en fait. Et en fait, quand je suis arrivée à Montpellier, du coup, c'était un peu la frustration de me dire, bon, faut vraiment que je ralentisse, que je m'entraîne. J'avais l'impression de pas avancer. Et je comprenais pas, en fait. Et ça a mis du temps, justement, avant de pouvoir progresser dans mes zones de travail, du coup, un peu plus faible et tout. Tu t'entraînes à combien de kilomètres/heure pour tes footings ou à allure au kilomètre ou cardio? Tu peux nous dire un petit peu Avant, c'est simple, je pense que je courais à 13 km/h mes footings, ou des fois encore plus vite quand j'avais envie d'aller plus vite. Et maintenant... 10-11. Tu vois, ça, c'est un conseil intéressant parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment et pendant leur footing, ils courent à 12-13 km/h. Alors, rappelle-nous ton chrono sur 10 km, ton personal best un petit peu. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps, 33-12. Donc 33-12 et ça fait ses footings à 10 km/h. Ça doit en surprendre plus d'un, ça, Fred. Je suis sûr que même les gens ne la croient pas forcément, mais c'est totalement vrai. Moi, je vais juste raconter une petite anecdote. Un coup, on était en Éthiopie avec mes athlètes, on faisait un petit footing de récup et puis on double une athlète, qui avait l'air d'être une athlète un peu costaude, mais bon, on les connaît pas toutes non plus. Puis après, en discutant avec une autre personne, on apprend qu'elle a gagné 4 fois le marathon de Berlin. Donc on se dit, pétard, nous on double en footing une personne qui a gagné 4 fois le marathon de Berlin, c'est que vraiment on n'est pas à la bonne allure. C'est aussi intéressant, je pense, notamment dans la prévention des blessures. Toi, malheureusement, en ce moment, mais moi, c'est d'une façon débile. C'est pas à cause de l'entraînement. C'est juste que je suis maladroite et que je suis pas très douée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous raconter un petit peu Pas le pouce, par contre. Non, le pouce, tu peux le garder pour toi. J'ai accompagné mon copain sur sa dernière Coupe du Monde et j'étais justement en reprise d'entraînement, donc c'était je faisais 3 footings, de natation et en fait j'ai voulu faire la reconnaissance des parcours avec eux parce que ça m'éclatait, il y avait des vagues, c'était super cool et j'ai voulu faire un beach start, donc j'ai couru à fond et ma cheville est partie et normalement mes chevilles elles tiennent tout le temps. Et là, en fait, c'était pas ma cheville. J'avais une douleur abominable. Et en fait, j'avais une fissure à l'os. Et donc, quand j'ai fait les tests et tout, j'étais un peu dégoûtée. Et en fait, c'est parti au bout de 2 semaines. Donc là, j'ai déjà commencé à reprendre la course-marche un peu. Mais j'ai un peu appris de mes erreurs qu'il faut que je fasse attention parce que je suis pas très douée et maladroite. Mais j'ai l'impression que tu en parles avec vachement de légèreté, alors que d'habitude, quand on lance un peu les athlètes sur leurs blessures, on voit que c'est quelque chose de très dur psychologiquement à gérer. Toi, tu as géré ça, toi, tu as l'air d'avoir géré ça vraiment de manière détendue. C'est pas non plus trop grave, mais le pouce, c'est encore pire, je peux pas.
Bon, on demandera vraiment pas. Mais moi je sais, mais ça va. Voilà. C'est assez. Il n'y a que ceux qui étaient à ma crémaillère qui sauront. Cassandre, tu sais, il y a des questions qu'on aime bien poser un peu à la fin de nos interviews. Et il y en a une que j'aime particulièrement. Si tu pouvais revenir, alors tu es assez jeune, donc je vais dire 7-8 ans, aller en arrière. Je ne sais plus quel âge j'avais. allez, on va dire à 11-12 ans. Si tu pouvais parler à ton toi de 11-12 ans, tu peux revenir un peu en arrière. On a un vaisseau spatial qui te permet de revenir un peu en arrière. Est-ce que tu donnerais un conseil particulier à la petite Cassandre? Ah ouais. D'arrêter avec mon caractère pourri. Ah ouais. Parce que mes pauvres coachs de natte, ils se reconnaîtront aussi. C'est-à-dire, tu peux développer un petit peu, ça nous intéresse. Quand je me faisais virer et que je disais non, je pars pas, et je restais 1h30 au mur. Parce que je disais non, je pars pas parce que je voulais juste avoir raison et je partais pas. Il y a un sacré tempérament. Mais pourquoi qu'avec les coachs de natation? Non, mais ce que tu as dit avec les coachs de natte, c'est-à-dire que les autres, ils s'étaient épargnés? Parce que c'était mon père, et mon père, il prenait cher tous les jours, lui. Donc c'était différent. Bon, ça s'est arrangé un petit peu maintenant, t'écoutes tes entraîneurs, comment ça se passe? J'ai été obligée, hein. Après j'ai été au pôle d'Antibes, on m'a un peu dressée quand même. Tu râles? C'est quoi? Tu râles quand t'as les séances? Mais je râlais tout le temps, ouais, c'était un peu compliqué. Alors je compatis avec tes entraîneurs. Moi qui suis entraîneur, je compatis. Oh, tu sais ce que c'est toi, Fred. Est-ce que, en ce moment, alors je précise que c'est pas forcément en lien avec le sport, mais est-ce qu'il y a un livre, un film que tu recommanderais, ou même une série en ce moment qui t'a touché, qui t'a marqué, que tu recommanderais à nos auditeurs? Et je rappelle, pas forcément en lien avec le monde du sport. Il y a un livre trop bien que j'ai lu, mais je me souviens plus. Raconte-nous un peu l'histoire du coup. On essaiera de retrouver et on mettra dans les commentaires. Je me souviens même plus de l'histoire. Il était passionnant là. Ah non, je sais plus. Non, mais sinon, j'avais un peu décroché Netflix quand même parce que je voulais travailler sur mon côté administratif. Alors du coup, j'ai un peu lâché tout ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'entraînes pas? Est-ce que tu as des loisirs en particulier? J'aime bien prendre des photos et beaucoup les magasins. D'accord, du shopping quoi. Ouais. C'est pas très éloigné finalement des préoccupations de tous les jeunes de ton âge finalement. Les jeunes ou les moins jeunes. C'est vrai que Fred, t'es assez porté sur le shopping toi. Exactement. Fred, est-ce que tu veux, pour conclure un peu notre échange, est-ce que tu as d'autres questions? Dis-moi. Moi, ce que je retire de l'échange avec Cassandre, c'est cette force qui l'a toujours habité et on a mieux compris avec l'histoire personnelle qu'elle a vécue. Et moi, la question du coup que j'aimerais quand même lui poser pour conclure, c'est est-ce que cette force, notamment cette relation avec sa maman, elle a toujours l'impression quand elle court de toujours être dedans et d'avoir quand même quelque chose à faire par rapport à ce que tu as vécu, que ta maman s'est beaucoup battue, et de toujours avoir ça finalement au fond de toi, que c'est quelque chose que tu vas garder comme une force de manière perpétuelle, ou tu es passé sur d'autres types de motivations? Ouais, forcément, ça joue beaucoup. Je le sais que c'est en moi de toute façon, mais c'est aussi beaucoup par rapport à mon papa, et au final, je sais j'avais l'impression qu'il était jamais content de ce que je faisais. J'ai pas trop de souvenirs où il était vraiment content. Et du coup, j'ai aussi envie de montrer que je suis capable de faire des grandes choses, en fait. Et même si même si c'est pas la façon dont lui aurait imaginé. Et voilà, donc j'ai un peu envie de faire mes preuves et de montrer justement que je suis capable d'aller loin. Et avec le recul aujourd'hui, vous arrivez à en rediscuter un petit peu, tout ce passif, un peu quand tu étais ado, les relations que tu avais avec lui. Tu nous as dit que tu avais un sale caractère quand même. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est arrangé un peu? Parfois. Non mais c'est pas facile, on s'imagine, c'est vrai que ces entraînements, on peut le voir. Toi Fred, je sais pas trop c'est quoi ta vision de l'entraîneur, parce que des fois on peut entraîner ses enfants, ses conjoints, c'est avoir peut-être une relation de proximité et familiale un peu plus forte. Ça peut être un avantage, mais ça peut aussi des fois être une pression supplémentaire pour l'athlète. Mais on sait aussi que l'entourage est ultra important dans la carrière d'un athlète de haut niveau. Donc ça a ses bons côtés, ses mauvais. Toi Comme tu l'as très bien dit, et comme je pense que Cassandre l'a aussi exprimé, c'est que tu as des avantages. Tu as des avantages qui est que tu as affaire à une personne qui te connaît excessivement bien. Les inconvénients, c'est que finalement, tu n'es jamais dans la coupure de l'entraînement. Parce que moi, j'ai des athlètes coach.
quand je les vois sur la piste, si après ils sont pas contents de leur séance ou de leur compétition, ils rentrent chez eux, ils râlent pas auprès de moi, donc ça va. Si j'entraîne quelqu'un qui vit sous mon toit, je ramène entre guillemets les frustrations de l'entraînement, de la compétition à la maison. Et je m'investis aussi très émotionnellement dedans parce que quand on tient une personne, l'avoir pas satisfaite d'une compétition ou d'une séance, ça nous affecte également, c'est humain et c'est totalement normal. Et c'est vraiment entre guillemets, ce juste milieu qu'il est vraiment difficile de trouver. Et je pense encore plus, alors moi je suis père mais j'entraîne pas mon fils parce qu'il est encore très petit et puis je sais pas si je le ferai un jour. Et voilà, on peut peut-être avoir on a des difficultés de compréhension et un niveau d'exigence qui n'est pas forcément compris dans les deux sens parce que pour les gens qu'on aime, on veut toujours le meilleur et le meilleur. Mais du coup, c'est pas forcément compris comme tel. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas toujours évident. Il faut arriver à faire la part des choses, mais dans la pratique, c'est pas toujours évident. Donc, je comprends totalement les problématiques. C'est exactement ça. Cassandre, merci infiniment de nous avoir accordé de ton temps. On a été ravis de faire un peu plus ta connaissance, d'autant que on ne te connaît pas forcément, on te donne des micros après les cours, sinon on n'arrive pas forcément à connaître un peu plus ton histoire, donc ravi vraiment d'en savoir beaucoup plus. Je tiens également à remercier Lucie pour sa confiance, son professionnalisme et aussi sa passion. Merci aussi à Lionel et à Guillaume de nous avoir accueillis au sein de leur boutique Distance, où on a enregistré ce podcast. Merci infiniment, Cassandre, on te souhaite tout le meilleur et on espère te voir à Tokyo. En tout cas, on va te suivre, on va beaucoup te soutenir. Donc bon courage pour la préparation dans les saunas. À mon avis, ça va être assez particulier et assez compliqué. Vous, ouais. Et on a qu'une hâte, c'est de te voir briller en compétition. Et encore bravo pour tout ce que tu as accompli et pour cette énergie que tu as. C'est vraiment rafraîchissant d'avoir dans le triathlon, et en plus tu es française, donc c'est top, une personne comme toi. Merci beaucoup. À bientôt.